C'est bon. C'est bon? Oui, super. Alors, on va pouvoir démarrer notre webinaire. Donc, le thème de ce webinaire est la RSE comme levier de recrutement et d'engagement de collaborateurs. Et j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Legnac, directrice des ressources humaines chez Metron, et Bonjour. Fanny Hamon, responsable RSE et développement durable chez BPI France. Bonjour. Et moi-même, Fatima Zaraba, je dirige un cabinet de conseil RSE et donc on a le plaisir d'accompagner Metron où travaille Fanny en tant que DRH. Voilà, donc sans plus attendre, on va rapidement vous présenter Entreprise Engagée, mais très rapidement, puisque c'est un cabinet de conseil RSE qui accompagne les PME et les ETI dans leur démarche RSE. On accompagne en particulier donc ces entreprises à taille humaine pour les aider à formaliser une stratégie RSE et éventuellement aller vers une certification de leur choix. Voilà, donc on a une raison d'être, on est partenaire EcoVadis et on s'applique à nous-mêmes ce qu'on propose à nos clients. Donc on se fait évaluer par EcoVadis. On est également société à mission et on est en plein processus de labellisation B Corp. Sans plus attendre, alors le programme de ce webinaire. Dans un premier temps, une petite introduction que Stéphanie Hamon aura le plaisir de nous partager sur le contexte du recrutement et du lien qu'on peut faire avec la RSE. Le témoignage de Fanny, donc notre témoin clé, qui va partager son retour d'expérience en tant que DRH, mais aussi nous raconter un petit peu l'aventure RSE qui a été menée dans son entreprise. Et puis enfin, on aura un petit moment de questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on essaiera d'y répondre à la fin de ce webinaire. On va y consacrer 10 petites minutes pour pouvoir répondre à un maximum de questions. Voilà, donc je laisse la main à Stéphanie qui va se présenter puis qui va nous introduire avec quelques éléments et chiffres clés le contexte de la RSE dans les entreprises. Donc, merci Fatima. Je suis responsable projet à la direction du développement durable RSE de BPI France. Donc, vous connaissez sûrement le groupe, mais pour expliquer très brièvement ce qu'on fait, on finance et on accompagne les entreprises, que ce soit en création, donc là c'est la première, la slide suivante, en création, en développement, en transmission ou à l'international, donc en gros tout au long de la vie de l'entreprise. Et ce continuum de financement se fait sous différentes formes. Donc, les plus connues sont nos interventions en crédit ou en garantie. Donc, la garantie, très brièvement, c'est comme une caution d'État pour nos financements, mais aussi pour ceux des banques. Et ça permet un accès au crédit plus facile, en résumant vraiment grossièrement, parce que plus le projet est risqué, et plus le niveau de garantie sera élevé. Donc, par exemple, sur la création, on sait que le niveau de risque est élevé et pour permettre aux banques de financer un maximum, on offre une garantie qui va jusqu'à 70%. À côté de ça, on intervient aussi en aide à l'innovation et en fonds propres. Et en tout, sur tous ces produits, c'est plus de 50 milliards d'euros injectés dans l'économie à travers tout ça. On propose aussi tout un tas de services et notamment des solutions d'accompagnement en lien avec des cabinets de conseil et des organismes de formation comme Entreprises Engagées. Et pour résumer, quand on voit toutes ces missions, on est le bras armé de l'État. On a une mission d'intérêt général qui est de permettre aux entreprises d'oser croître et innover. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de la RSE, pour rappeler c'est la responsabilité sociétale des entreprises comme clé d'engagement des collaborateurs et de recrutement de nouveaux talents. Donc déjà, la RSE, c'est un acronyme qui est souvent perçu comme une simple réponse aux contraintes réglementaires ou comme un sujet réservé aux grands groupes. Mais chez BPI France, en tout cas, on est convaincus que ce n'est pas qu'une question réglementaire, mais qu'au contraire, c'est une source d'opportunité. Et ça avait déjà fait l'objet d'un webinaire qu'on avait fait avec Fatima. Et ça, c'est quelle que soit la taille de l'entreprise et quelle que soit sa maturité, qu'on soit une start-up ou une entreprise très mature, la RSE s'inscrit pour chacune. Et il y a autant de façons de faire la RSE que d'entreprises. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des pressions qui sont exercées, qui viennent des instances gouvernementales, mais pas seulement. On voit bien qu'aujourd'hui, les clients s'y mettent, les salariés, les fournisseurs, les banques, les investisseurs. Et on sait que les entreprises qui se seront engagées dans la transition environnementale, mais aussi sociale, et j'insiste, parce que
Souvent, on limite la RSE à l'environnement, voire même uniquement au climat. Mais il y a aussi 3 piliers. Donc, il y a l'environnement, effectivement, mais il y a aussi le social et la gouvernance. Donc, les entreprises qui entreront en transition à temps seront mieux positionnées à l'avenir, à la fois pour remporter des marchés privés ou publics, mais aussi pour bénéficier de conditions avantageuses de financement ou d'investissement. Et elles pourront aussi, et c'est notre sujet aujourd'hui, attirer des talents ou favoriser l'engagement des salariés, parce que ça donne du sens. Et derrière, il y a une notion de marque employeur, responsable et création de valeur. Et sur ce dernier point, je vais vous partager des chiffres et des constats. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a un salarié sur 2 qui choisit son métier pour répondre à la quête de sens. Donc ça, c'est dans certaines études, ce chiffre-là. Donc, c'est très important et c'est un chiffre qui s'amplifie de plus en plus. On sait également que 81% des salariés estiment que le travail est source d'épanouissement. Mais il y a un constat, et c'est un constat qui se renforce aujourd'hui avec la crise sanitaire qu'on a traversée, le télétravail, etc. 56% des salariés estiment que le sens au travail se dégrade. Et quand on voit les études Gallup, c'est même un chiffre qui est plus important. Le coût du désengagement a été calculé par le cabinet Mozart Consulting, et ce désengagement par an et par salarié serait estimé à plus de 11 000 €, ce qui est extrêmement conséquent. Il y a plusieurs causes. Il y a des causes internes à l'entreprise ou des causes exogènes, c'est-à-dire externes à l'entreprise. Dans les causes internes, il y a notamment le poids des procédures qui s'amplifie, une compétition qui est exacerbée aussi entre les salariés d'une même entreprise, l'individualisme qui se renforce, et ça on le voit au quotidien, un manque de reconnaissance ou une répétition des tâches. Donc ça, ce sont des facteurs internes à l'entreprise. Et en facteurs externes, on trouve notamment des objectifs de rentabilité et d'efficacité dans un environnement qui est de plus en plus concurrentiel, et des exigences de consommateurs, c'est-à-dire qu'ils veulent toujours plus vite et mieux, mais à des prix toujours plus bas. Donc tout ça, ça exerce des pressions très fortes, et c'est ce qui cause en partie, en tout cas, du désengagement. Alors à cela, heureusement, il y a tout un tas de solutions. Il y a quelques leviers que je vais évoquer là, mais Fanny développera à l'échelle de l'entreprise et au niveau des ressources humaines. Donc déjà, ce qui permet de redonner du sens au travail, c'est une culture d'entreprise forte, une convivialité aussi entre les collaborateurs qui peut être renforcée avec du team building, etc. Un partage de la valeur économique, du développement de compétences avec un programme de formation adapté, des possibilités d'évolution de carrière, et puis des conditions de travail ou une qualité de vie au travail qui sont bonnes. Voilà, donc ça, c'est des constats et les solutions, et on le voit en tout cas, ce sont des préoccupations récurrentes chez les PME. Merci Stéphanie pour cette introduction et ces éléments de contexte. Alors, je vais laisser maintenant Fanny nous partager, se présenter et nous partager son retour d'expérience sur la matière, puisque c'est du vécu et de belles années d'expérience, Fanny, n'est-ce pas? Tout à fait, merci Fatima. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie d'être là pour partager un bout de chemin RSE chez Metron. Pour ma part, donc, j'ai rejoint l'aventure Metron il y a presque 3 ans maintenant pour créer la fonction RH, donc c'était super intéressant. Et auparavant, j'ai principalement occupé des fonctions plutôt développement RH, formation, recrutement, etc., au sein de grands groupes internationaux. Et donc Metron, on va en parler un petit peu quand même pour situer le contexte. Metron fait partie des cleantech françaises. On développe une plateforme digitale qui va permettre à nos clients à la fois de visualiser, de suivre et d'optimiser évidemment leur consommation en énergie. Donc on est vraiment au cœur des sujets d'actualité. Évidemment, ça va leur permettre d'optimiser leur stratégie de performance énergétique et leur feuille de route de décarbonation. On va fêter nos 10 ans d'existence, donc c'est une date super importante. Et depuis ces 10 ans, en fait, on a eu une croissance continue. On est aujourd'hui 150 collaborateurs dans le monde. On est présent sur 10 pays en Europe, en Amérique latine et en Asie principalement. Nos collaborateurs sont issus des métiers d'expertise du développement informatique et des experts en énergie. Donc, c'est des cultures très différentes qui collaborent ensemble. Et notre action consiste à mettre en fait les nouvelles fonctionnalités digitales au service de la transition énergétique des entreprises
parce qu'on est vraiment convaincus que ces nouvelles technologies digitales peuvent être un super levier pour le progrès écologique. Donc ça, c'est pour Metron. Donc on est déjà quand même dans un terreau qui correspond bien au sens que cherchent les collaborateurs et les candidats qui nous rejoignent, et au cœur aussi du sujet qu'on va évoquer aujourd'hui autour de la RSE. Très bien, merci pour cette introduction sur Metron. Alors, on a quelques questions pour toi, Fanny. Pour commencer, qu'est-ce que tu as constaté en matière d'attente des candidats et des collaborateurs vis-à-vis de l'entreprise? Oui. Alors c'est vrai qu'en tant que DRH, on est quand même aux premières loges pour témoigner de l'évolution des attentes des générations qui se succèdent et qui viennent influencer les générations qui travaillent dans les entreprises aujourd'hui. Et c'est vrai que le premier constat que je peux faire, si je regarde peut-être dans les 5, on ne va pas remonter trop loin, mais dans les 5 dernières années, dans les interactions que j'ai avec les candidats, dans la nature des questions qu'ils posent, il y a un vrai changement. Il y a quelques années, on était encore très centré sur des questions liées aux conditions de travail. Alors c'est toujours important, mais c'était principalement ça. Comment sont les locaux, quel est le style d'avantages sociaux dont je vais pouvoir bénéficier, etc. Donc ça, c'était vraiment très présent encore il y a 5 ans. Aujourd'hui, on est passé plus sur des questions qui sont très liées aux valeurs et à la culture de l'entreprise, comme vous le disiez, Stéphanie. On a des questions qui sont du type quel est le style de leadership des dirigeants, quel est le style relationnel au sein des équipes, quelle flexibilité j'ai sur mes temps de vie, entre le temps perso, le temps professionnel, parfois même d'autres temps encore à l'extérieur. Est-ce que j'aurai du temps, par exemple, pour réaliser des projets plus personnels? Voilà, donc ça, c'est vraiment au cœur de ce que les candidats posent comme question. Après, ils s'interrogent aussi beaucoup sur l'impact qu'ils vont pouvoir avoir au sein de l'entreprise. Et ça, c'est quelle autonomie je vais avoir dans mon rôle, quelle liberté d'expression et de contribution. Et ça questionne vraiment le style de management de l'entreprise, notre façon de faire appel aussi à l'intelligence collective et de solliciter en fait la contribution de tous les collaborateurs. Et enfin, il y a aussi des questions autour de la raison d'être de l'entreprise. Ça, c'est vraiment important parce que ça nourrit le besoin de sens et c'est comme ça qu'on le voit chez nos candidats, mais aussi chez nos collaborateurs. Donc, c'est quel est le projet auquel je vais contribuer? Quel est le pourquoi de l'entreprise? Est-ce que ça correspond à mon propre système de valeurs? On a des candidats qui parlent aujourd'hui beaucoup de leurs valeurs personnelles dans les entretiens, ce qu'on n'avait pas encore il y a quelques années. Alors, c'est vrai que chez Metron, c'est un super atout parce qu'au bout du bout, on parlera de la vision tout à l'heure, mais on veut sauver la planète, on veut y contribuer. Donc forcément, on a des candidats qui sont spontanément très engagés déjà autour de la transition énergétique quand ils viennent nous rencontrer. Et ça, c'est vraiment super important. Après, dans les autres sujets qui sont peut-être moins prégnants, mais qui sont quand même là et qui ont changé ces dernières années, c'est la position de l'entreprise au-delà de sa raison d'être, sur tous les sujets en fait de vie sociale, au sens qu'est-ce que vous faites en matière de diversité et d'inclusion? Qu'est-ce que vous faites en matière d'intégration des personnes avec handicap? Comment vous prenez en compte la parentalité? Donc, c'est des vrais sujets de société et ils ont envie de connaître la position de l'entreprise et au-delà de la position, des actions concrètes. Donc, ça, c'est important. Et puis après, il y a aussi le collectif qui joue beaucoup. L'équipe, donc souvent on leur fait rencontrer les équipes parce qu'ils ont besoin de sentir comment est la vraie vie de l'entreprise, quelle est l'équipe, comment est l'ambiance, est-ce qu'il y a des projets collectifs auxquels je vais pouvoir participer en transversal en dehors du contenu de mon poste. Et tout ça, en fait, ça ne concerne pas seulement les jeunes générations parce que souvent on entend ça. Je pense qu'on a, alors je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge des participants, mais je pense qu'en fait, tout le monde a besoin, c'est un vrai mouvement de fond en fait, tout le monde a besoin d'avoir du sens, de savoir pourquoi on se lève le matin, tout le monde a envie d'avoir des conditions de travail qui favorisent la performance collective, etc. Après, il y a une question aussi de ces 3 dernières années, puisqu'on quand même on a vécu une crise sans précédent, et ça n'a fait qu'amplifier en fait ce phénomène. Et la relation au travail, elle continue d'évoluer, elle a été quand même pas mal impactée par la crise sanitaire. Et c'est vrai qu'en tant que DRH ou en tant que dirigeant d'entreprise, on est vraiment au cœur de ça. Et c'est à nous, finalement, de faire changer aussi la relation au travail
J'entendais ce matin un témoignage d'un médecin du travail qui disait que 44% des collaborateurs étaient alors elle ne parlait pas de burn-out, mais en tout cas en épuisement professionnel d'une façon ou d'une autre. Moi, ça m'interroge en tant que DRH, vraiment. Je me dis, en fait, on peut avoir de l'impact pour changer ça et pour faire en sorte que l'engagement et le sens respirent dans nos politiques et dans nos façons de gérer le collectif au travail. Après, alors je pourrais en parler des heures, hein, Fatima, tu m'interromps si, si c'est un petit peu trop long. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est vraiment cette notion de sens, parce que on parle beaucoup de ça chez nos candidats, chez nos collaborateurs. Il faut que ça s'incarne, en fait. Il faut que ce soit vécu vraiment dans la raison d'être de l'entreprise, mais pas seulement. Dans les politiques RH qu'on va mettre en place, dans la façon dont on est transparent sur l'information qu'on donne aux collaborateurs, sur les opportunités de développement qu'on leur donne. Et c'est tout ça, en fait, qui fait sens pour participer à un projet qui est plus grand que soi. Voilà, ça, c'est vraiment important. Et mettre de la cohérence dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on peut afficher une politique RSE, on peut afficher des valeurs, mais si elles ne sont pas incarnées, ça va se voir très vite. Voilà. Justement, la question suivante, c'est en quoi une démarche RSE peut répondre à ces nouvelles problématiques ou finalement elles sont plus si nouvelles que ça, ces problématiques Non, en fait, pour moi, elles ne sont pas nouvelles. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'on s'intéresse à l'humain, qu'on a envie de prendre soin de nos équipes, de les développer, de leur permettre de rester un bout de chemin avec nous, on est déjà dans une démarche de responsabilité sociétale. Donc, bien sûr que, alors en plus chez Metron, on est déjà aussi autour de la responsabilité environnementale parce que c'est notre raison d'être. C'est vraiment ça qui a créé la naissance de Metron. Donc en fait, on n'a pas attendu d'avoir une stratégie RSE pour avoir une stratégie de développement social et prendre soin de nos équipes. Il n'empêche que quand on rentre dans une démarche RSE officiellement, ça a plein d'effets bénéfiques. En tout cas, nous, on les a vécus comme ça chez Metron. Déjà, on annonce clairement ce qu'on va faire sur les piliers de l'environnement, de l'humain, de la gouvernance, comme le disait Stéphanie, c'est vraiment tous les piliers qui nous intéressent. Et quand on annonce ce qu'on fait, souvent on l'écrit. Nous, on a écrit une lettre d'engagement RSE qui d'ailleurs est toute récente et on en parlait encore ce matin en webinaire en interne. Donc on l'écrit, on le publie parfois en interne, parfois en externe, donc nous on va faire les deux. Et donc finalement c'est hyper engageant. À partir du moment où on écrit des choses avec un plan d'action précis sur les 3 piliers, ça engage. L'autre vertu que ça a, c'est que on embarque les dirigeants. Et ça, c'est vraiment, ça a été clé dans la démarche qu'on a suivie, c'est que la démarche, elle est venue de nos dirigeants, et notamment de Vincent Skiandra, notre cofondateur, qui m'a embarqué dans cette aventure-là. Ça, c'est important parce que ça emmène les dirigeants et puis ensuite le reste des équipes à se poser les bonnes questions. C'est comment est-ce qu'on veut gérer les équipes de Metron? Quelle est la proposition de valeur qu'on veut faire à nos collaborateurs? Quelles sont les valeurs qui sont dans notre ADN et finalement celles auxquelles on aspire? Donc, finalement, ça permet de s'aligner tous sur quelles sont les actions prioritaires. Et ça, en fait, nous, en tout cas, Metron, ça nous a permis de faire ça, de se dire, on va avoir une vraie stratégie RSE et on va l'écrire. Ça nous a permis de tous nous réaligner sur finalement quelles étaient les priorités d'action année par année et de tous être porteurs de ces valeurs-là et de ces plans d'action. Donc, ça nous permet aussi de nous recentrer. C'est vrai que chez Metron, l'innovation, l'audace, c'est des valeurs centrales qui sont dans notre ADN. Alors, c'est super, mais parfois, on a tendance à générer énormément d'idées, énormément de projets qu'on n'arrive pas tous à faire atterrir. Donc, la démarche RSE nous a aussi permis de nous recentrer et de reprioriser finalement les actions qu'on avait vraiment envie de réussir et d'abandonner les autres. Donc ça aussi, ça a été un bénéfice secondaire, mais essentiel pour notre culture et pour notre réussite. Et puis pour les collaborateurs, ça permet de clarifier la stratégie de l'entreprise. Ça concrétise la vision quelque part. Donc ça, c'était important. On avait besoin, et j'y viendrai après,
mais on avait besoin de se recentrer sur l'essentiel, sur ce qu'on voulait faire, sur ce pourquoi on voulait être reconnu. Et on avait besoin de clarifier en fait notre culture d'entreprise. Quelles sont les valeurs qu'on a envie d'incarner? Quelles sont celles qui font déjà partie de notre ADN, mais et celles qu'on doit développer dans le sens celles auxquelles on aspire? Et ça, c'est la démarche RSE qui a permis de se poser toutes ces questions-là. Encore une fois, même si on n'avait pas attendu de poser cette stratégie nous a quand même permis de nous rassembler et de nous poser les bonnes questions. Donc ça, c'était vraiment super important pour nous tous. Et justement, donc cette démarche RSE, elle a commencé à partir du moment où vous avez questionné les valeurs de Metron. C'est bien ça le Oui, et début. tu es bien placée pour le savoir parce que c'est avec toi qu'on a commencé, Fatima, et avec Entreprises engagées. Alors moi, je dirais que l'histoire de l'engagement, elle date de la naissance de Metron. Dans la tête de nos cofondateurs, voilà, ça a germé. Il y avait déjà cette idée de décarboner les industries, les entreprises et d'être un acteur majeur de la transition énergétique. Donc ça a démarré dès la naissance de Metron. C'est un engagement qui est fortement ancré dans notre raison d'être et dans notre ADN. On a toujours voulu en fait avoir un impact positif sur le monde. Mais après, plus concrètement, la genèse du projet, c'est une discussion, je m'en souviens vraiment très bien, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, avec Vincent Skiandra. On avait recruté massivement pendant les confinements successifs. On était vraiment en plein milieu de la crise sanitaire. On avait recruté beaucoup de collaborateurs aux 4 coins du monde. Et certains d'entre eux s'étaient même retrouvés à arriver dans le pays un jour avant le confinement général. Donc, on était quand même dans une situation inédite. Et notre sujet, en fait, alors en plus, on n'avait plus la possibilité de voyager, on était en full remote, donc on a vraiment senti une déconnexion humaine à laquelle on n'était pas préparé. Et la question qu'on se posait donc avec Vincent, c'était comment on fait pour embarquer les équipes qui sont dispersées sur plus de 10 pays, avec autant de nationalités et de langues, dans un contexte de pandémie et d'hybridation des modes de travail. Donc, comment on fait pour les rassembler, les réengager et donner du sens autour de notre vision et répondre à l'une de nos ambitions, qui était quand même de devenir un activiste de la transition énergétique. Donc, on avait vraiment besoin d'avoir un engagement fort des collaborateurs sur notre vision, sur nos valeurs, etc. Donc, on s'était perdu de vue finalement. Et tout ça nous a questionnés fondamentalement, parce qu'en plus, on a commencé à avoir aussi un turnover important. On est dans la tech, on a des difficultés à recruter, donc on était vraiment... voilà, on s'est posé et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et finalement, même si la vision stratégique a toujours été le point de départ, on s'est dit bon bah finalement on entendait beaucoup parler de la certification B Corp, ça correspondait assez bien à ce qu'on cherchait à faire, et on s'est dit que ça constituait une bonne façon de démarrer et d'engager les collaborateurs. On s'est toujours dit d'ailleurs que en fait c'était pas tant le point d'arrivée de la certification et du papier qui était important, mais c'était vraiment l'aventure qu'on allait vivre ensemble. Et ce que l'aventure allait nous permettre de faire, c'est-à-dire de clarifier en fait les actions prioritaires à mettre en place, de clarifier notre culture, etc. Donc finalement, on a utilisé Bicorp plutôt comme un véhicule qui permettrait de consolider notre culture d'entreprise et de créer une dynamique vertueuse en interne, dans laquelle les collaborateurs pourraient s'engager, contribuer, etc. Ça permettait aussi de mobiliser l'intelligence collective. Les gens avaient besoin de s'exprimer, de parler, de se rassembler. Donc ça, c'était important pour nous de l'utiliser aussi pour animer du travail en intelligence collective. Et puis, bien sûr, ça permettait de se benchmarker. L'avantage de Bicorp, c'est que ça propose un assessment qu'on peut faire à n'importe quel moment et ça permet de voir là où on a des points forts et là où on a besoin de se développer. Et puis, on aimait bien, comme les équipes sont très ambitieuses chez Metron, on avait besoin aussi d'aller vers des standards élevés. Et Bicorp propose ça. Voilà, donc on s'est engagé là-dedans. On s'est engagé avec Entreprises engagées parce qu'on avait besoin d'avoir quand même un cadre. On avait besoin d'être conseillé. Et on a démarré par des ateliers sur notre culture à l'été 2021 et on a fait participer les membres de la direction, les collaborateurs de tout pays et puis on a convergé vers des valeurs communes qui nous parlaient et qui faisaient sens pour nous. On a fait évidemment un premier assessment Bicorp
On a constitué une équipe d'ambassadeurs issus de différents métiers, de volontaires qui étaient porteurs de projets chacun autour d'un des piliers de Bicorp. Et puis, on a élaboré notre premier plan d'action. On a fait des ateliers en intelligence collective. Enfin, il y a eu un mouvement hyper chouette, hyper positif dans les premiers mois. On a formé, grâce à Entreprises Engagées aussi, les ambassadeurs à être des Bicorp leaders. On s'est mis aussi dans la communauté des entreprises déjà certifiées pour obtenir des bonnes pratiques, etc. Et puis, en fait, il y a un moment, ça s'est essoufflé et on a fait un temps de pause. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait surfocalisé sur la certification en elle-même. On était lancé sur des plans d'action, on était lancé sur le recueil de preuves et on en oubliait presque pourquoi on le faisait, en fait. Donc, on a fait une pause et on a repris notre souffle et on est revenu sur l'intention qu'on avait au départ, sur notre ADN. On a recruté un responsable RSE qui nous a rejoint en fin d'année dernière. Et on a redéfini en fait une stratégie globale. Donc, on a repris d'un peu de hauteur. On s'est recentré sur la vision de Metron, sur ce qu'on se faisait déjà super bien, et on s'est focalisé sur les 3 piliers porteurs de notre stratégie RSE qu'on a défini. Voilà. Donc, maintenant, il y a un comité RSE en place, il y a une gouvernance en place. On a défini le cadre de nos actions sur les 3 piliers. Et voilà où on en est aujourd'hui. Bon, merci pour ce partage, ce retour d'expérience. Alors justement, pourquoi ce choix de la certification Bicorp au départ? Parce que je crois que c'était une idée de Vincent. Oui. Alors, en fait, je dirais les fondamentaux de Bicorp nous plaisaient, c'est-à-dire d'avoir un meilleur équilibre entre la performance financière, économique de l'entreprise et la performance sociale, ce qui est vraiment incarné dans le mouvement Bicorp à l'origine. Et quand on s'y est intéressé, quand on a discuté, on a eu l'occasion de discuter assez en amont avec Alexis de Entreprises Engagées, c'est la certification qui nous semblait la plus complète et qui correspondait le mieux à notre raison d'être et à notre vision. Notamment sur la partie environnement, puisque la certification propose un modèle d'affaires qui valorise l'action de Metron au service de l'environnement. Donc ça a été une première porte d'entrée. Les 5 piliers nous paraissaient vraiment bien équilibrés pour adresser les thématiques sur lesquelles on avait commencé à travailler et on voulait continuer à travailler. Et puis, simplement, l'histoire des standards élevés, c'est-à-dire qu'en fait, on avait envie de se benchmarker à des standards élevés que propose Bicorp. Ça correspond à notre envie d'être un leader sur notre activité. La certification Bicorp se répandait quand même très vite aussi, donc, et ça continue. Et ce qui permettait vraiment de se benchmarker aussi à d'autres entreprises et aux meilleures entreprises du marché. Voilà. Donc, comme nous, on avait envie d'être vraiment dans une démarche d'amélioration continue, ça nous correspondait bien. Et puis après, sur le côté un peu plus technique, ça nous a intéressé d'avoir un questionnaire, un assessment de départ aussi complet. Ça nous a permis de nous poser beaucoup de questions et ça nous a permis aussi d'avoir une bonne base, première base, pour savoir d'où on partait et d'identifier plus facilement en fait les axes sur lesquels on avait envie de travailler en commun. Très bien. C'est vrai que ce choix, il est aussi parce que vous avez une dimension internationale. Hein. Oui, tout à fait. Merci de le rappeler, Fatima. Mais c'est vrai que même si la certification s'obtient par entité juridique, nous, on avait besoin d'embarquer toutes les équipes à l'international. Et Bicorp est une des certifications qui a l'avantage de très bien s'internationaliser. Et donc, elle était déjà connue de nos équipes chacun dans leur pays. Donc, parce que Bicorp était présent au Mexique, en Colombie, en Asie également. Donc, ça parlait à nos équipes et c'était important que ce ne soit pas vu comme une initiative franco-parisienne. Voilà. Ouais. Donc, ouais, ça, c'était une dimension importante. Oui. Est-ce que vous en êtes
Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur la certification Bicorp? Ça a repris, là, le Oui, Benjamin, qui est nouvelle recrue en charge de la RSE, va reprendre le Impact Assessment. oui, tout à fait. Alors en fait, dans notre, le calendrier, d'ailleurs qu'on a partagé, ces derniers jours avec les équipes, l'idée c'est effectivement de viser, un dépôt de dossier de certification, de façon à, obtenir la certification, d'ici mi-2024. Voilà. Donc quand je vous disais, en fait, en 2022, on a fait un break dans le projet parce qu'on en avait besoin. Là, on se laisse le temps. On a relancé le projet en début d'année, finalement, réellement, avec la définition du plan d'action, avec la mise en place du comité RSE qui s'est réuni pour la première fois il y a une dizaine de jours. Donc finalement, la reprise a été relativement récente. Et donc, on a retravaillé en fait sur les 3 piliers et non pas les 5 de Bicorp, mais on a travaillé vraiment notre engagement RSE sur les 3 piliers de l'environnement, en fait, de comment est-ce qu'on s'engage autour du bien-être des collaborateurs, comment on s'engage sur la protection de l'environnement au travers de la transition énergétique. Donc là, l'idée, c'était, et on a commencé déjà, on a bien avancé sur la mesure en fait de l'impact carbone de Metron, donc c'est la propre activité de Metron, et l'impact indirect de notre solution chez nos clients. Donc ça, c'est un deuxième plan d'action assez bien défini. Et puis le troisième pilier, qui est la gouvernance, qui doit évidemment être efficiente et être totalement cohérente avec nos engagements. Là aussi, il y a tout un tas d'actions déjà passées et à venir, hein, sur lesquelles on travaille. Donc finalement, c'est comme un nouveau départ, avec évidemment l'expérience qu'on a vécue. Voilà, on a aussi fait un bilan de la façon dont on avait mené cette aventure depuis les 18 derniers mois, pour pouvoir redémarrer sur un nouveau plan d'action qui maintenant moi en tout cas personnellement, je suis beaucoup plus à l'aise. Il est très recentré, il est très focus. Les actions sont bien définies, donc voilà où on en est aujourd'hui. Oui, en résumé, prendre le temps de bien intégrer ces démarches dans la stratégie globale de l'entreprise et prendre le temps d'embarquer les équipes sur ce sujet-là. Donc, c'est ce temps-là, finalement, que vous avez pris et pas simplement répondre à un questionnaire et avec des éléments de preuve à construire, plus dans je réponds et je ne fais pas vivre finalement cette démarche en interne. Vous avez Ouais, pris le temps et vous allez prendre le temps. De toute façon, c'est pas tant la fin, c'est le chemin ouais, qui compte, hein. exactement. Donc, ce Mmh. cheminement, vous êtes en train de le parcourir. Donc, c'est l'expérience qu'on a vue avec vous. Et cette pause, elle était nécessaire parce que vous aviez besoin aussi de prendre ce recul. C'est ce que je comprends. Ouais, ouais, exactement, et on avait le temps, on avait besoin, en tant que, comment dire? Que coordinateur du projet, donc les ambassadeurs, les dirigeants de l'entreprise, mais aussi les collaborateurs. Parce qu'on a vraiment senti à un moment donné du flottement, chez nos collaborateurs en fait, qui ne voyaient plus la stratégie globale, et qui ne voyaient plus que, la frénésie autour de l'apport de preuves et de documentation, autour, de la certification. Mmh. Là, on a vraiment, pris de la hauteur, et on s'est dit: «Il faut surtout pas qu'on se rate, il faut surtout pas qu'on se précipite, et il faut qu'on incarne vraiment, ce qu'on est en train de faire». Et donc on avait Mmh. un peu mis ça de côté, et là on a recentré, et je pense que ça va nous amener, à réussir. Voilà. Bon, et donc pour finir le tour des questions qu'on a pour toi, Fanny. Alors sur le plan RH, je reviens sur le fait que ça nous a aidés à fixer le cap, et à innover aussi sur le plan social. Ça engage les dirigeants de l'entreprise à réfléchir, sur ce qu'ils veulent pour leurs équipes et ce pourquoi ils veulent être, reconnus. On est en train aussi de retravailler sur, les valeurs qui comptent vraiment, parce qu'on les avait identifiées ensemble. Elles étaient restées un petit peu en suspens, et là, on est en train de les
matérialisée de façon plus forte. Donc c'est, OK, on a une valeur autour de l'audace. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, l'audace, dans le quotidien des collaborateurs, dans la façon dont on les manage, dans la façon dont ils interagissent, dans la façon dont on communique avec eux. Donc on est en train de faire atterrir ces valeurs autour ce qu'on a appelé pour l'instant un culture book, qui est en train d'être écrit à plusieurs mains. Donc ça, c'est un bénéfice aussi de la démarche qu'on a entamée. On a aussi un axe fort de notre stratégie RH qui s'appelle le Rise Leadership, qui est vraiment comme un manifeste qui vient dire comment on a envie de grandir chez Metron, comment on les forme, comment on leur donne des opportunités de développement. Et ça, c'est écrit en fait dans notre lettre d'engagement RSE. Donc, tout le volet en fait social, humain de notre engagement RSE, il est soutenu par les politiques RH qu'on met en place. Voilà. Donc, on a par exemple cette année, en début d'année, on a tous les ans donc des guidelines pour faire évoluer nos rémunérations. Et notre politique de rémunération, cette année, on l'a complètement réorientée. Auparavant, c'était très individuel, très centré sur la performance individuelle. Au vu du contexte de crise, au vu de notre besoin et notre envie d'homogénéiser, d'harmoniser nos pratiques worldwide, au vu aussi de l'inflation et des taux d'inflation différents dans les pays, on a pris une optique complètement différente. Et c'est au regard de ce qu'on voulait faire en termes de RSE et de ce qu'on avait défini en termes de RSE. Donc notre politique salariale en début d'année a été résolument orientée sur le collectif et sur la solidarité. Et on a fait des augmentations générales, ce qu'on n'avait jamais fait auparavant chez Metron. Et ces augmentations générales, elles prenaient en compte le taux d'inflation dans les pays, les niveaux de salaire, les avantages sociaux. Et on a rajouté des vacances là où il n'y en avait pas assez. On a contribué aussi à financer des assurances maladie là où il n'y en avait pas. Voilà, donc clairement, le bénéfice, il est là. C'est qu'à un moment donné, on fixe des standards, on les écrit, on les communique. Il faut que notre stratégie RH soit à la hauteur. Donc, ça nous a apporté ces avantages-là et on continue. Donc, ça nous oblige aussi à monitorer et à piloter les résultats. Donc, on s'est doté d'un un nouvel SIRH qui va nous permettre évidemment d'embarquer l'ensemble des collaborateurs dans le monde sur une même plateforme de collaboration, mais aussi de diffuser et d'ancrer des pratiques clés communes. Par exemple, le process d'onboarding ou le process de suivi du collaborateur dans sa carrière, etc. Et cet outil-là va nous permettre aussi de sonder les collaborateurs régulièrement. Et donc, on va lancer notre premier index d'engagement collaborateur au mois de juin, de façon à interroger l'ensemble des collaborateurs sur toutes les dimensions de leur vie au travail, ce qui fait sens pour eux, la façon dont ils communiquent, la diversité, l'inclusion, etc. Donc, tous ces thèmes-là seront sondés, vont nous donner une première baseline et vont nous permettre de voir si ce qu'on a mis en place sur le volet humain correspond à leurs attentes et sur la bonne voie. Et si ce n'est pas sur la bonne voie, de mettre en place les actions de rémédiation qui vont bien. Donc ça, voilà, c'est les bénéfices principaux qu'on peut, sur lesquels en fait on est content parce que ça a clarifié beaucoup de choses et ça oriente nos efforts aussi, ça oriente les efforts des équipes et mon équipe est orientée par ce plan d'action-là encore plus qu'avant. Merci Fanny. On va pouvoir prendre quelques questions, il y en a plusieurs. Il y en a une là qui peut être en lien direct avec ce dernier sujet sur le plan RH. Concernant la marque employeur, concernant votre marque employeur, avez-vous pu constater un impact sur le recrutement, la fidélisation de vos collaborateurs suite à la mise en place de votre stratégie RSE? C'est une question de Roxane.
Roxane, alors la réponse est un peu compliquée parce qu'effectivement, pour le moment, je dirais c'est trop récent pour avoir vraiment des KPIs tangibles. C'est pour ça qu'on veut mettre en place cet index d'engagement des collaborateurs. En revanche, ce qu'on constate, c'est que Metron attire de par la raison d'être. Donc, les candidats qui viennent nous voir nous connaissent et viennent parce qu'ils sont déjà engagés dans la transition énergétique par ailleurs. Donc, ça, c'est un premier bénéfice. Et quand on leur raconte un peu l'aventure qu'on est en train de vivre sur Bicorp, sur notre stratégie RSE, ils ont envie d'en savoir plus. Donc oui, c'est une source d'attraction pour nous, très clairement. En termes de fidélisation des collaborateurs, on note une légère inclination de notre turnover, mais on ne sait pas encore dire si c'est vraiment ça la source principale. On espère. En tout cas, quand on sonde les collaborateurs un peu spontanément, on est des petites équipes, on se connaît très bien, donc on voit vite quand il y a des choses qui ne collent pas ou qui ne vont pas bien. Je pense que ça va en tout cas dans le très bon sens. Super, merci. Une autre question sur la communication. Est-ce que Metron a pu communiquer en externe sur ses nouveaux engagements, sur la nouvelle raison d'être et la certification en cours? Pas encore. Pas encore, ça va être fait. Là, pour l'instant, encore une fois, comme on est dans une phase vraiment de redémarrage, les équipes en interne sont privilégiées pour vraiment. Et quand je dis c'est très récent, en fait, on a eu ce qu'on appelle, nous, les open forums qui font participer l'ensemble des collaborateurs. On a eu un open forum spécial RSE, un mardi et un ce matin, juste avant que je vous rejoigne. Donc, c'est encore tout récent et je pense qu'on attend d'abord que ça ait du sens et que ça engage les collaborateurs avant de partir à l'extérieur. Mais ça fait partie effectivement de ce qu'on va faire. D'accord. Alors, on peut prendre encore quelques autres questions. J'essaie de remonter le fil des questions. Je crois qu'il y avait une question concernant le fameux Culture Book. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? J'essaie de retrouver la question. Je l'ai vue passer de Céline. Oui. Et donc, en fait, elle aimerait avoir des précisions concrètement. Si tu peux en dire plus. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, le Culture Book, en fait, c'est bon, on l'appelle comme ça pour l'instant, c'est un peu l'appellation consacrée, y compris en externe. En fait, c'est ce qui nous permet de formaliser notre vision et nos valeurs. Et au-delà des simples mots, c'est d'incarner ces valeurs au travers de ce qui est déjà dans l'ADN de Metron, ce qu'on fait déjà et ce qu'on fait déjà bien dans notre façon de communiquer, de manager, d'interagir les uns avec les autres, et ce à quoi on aspire, ce pourquoi on aimerait être reconnu. Donc il y a à la fois quelque chose qui est déjà vécu, consistant, réel, et à la fois on sait qu'on doit se développer sur, par exemple, chez nous, on doit se développer sur la culture du feedback. Et ça, c'est hyper important pour fluidifier les échanges, pour progresser. Donc, ça fait vraiment partie de ce qu'on a envie de développer, mais ça n'est pas existant aujourd'hui. Et donc, ce Culture Book, il permet de formaliser ces valeurs-là et ces comportements, attitudes, postures. Et ça permet aussi de dire comment on va faire pour que ça arrive et pour le maintenir. Donc, ça peut être les actions de formation qu'on va mettre en place, ça peut être une politique RH particulière. Par exemple, on travaille en ce moment sur une charte de la parentalité parce que c'est important pour nous et parce qu'on a des collaborateurs qui sont en plein baby boom en ce moment. Donc, c'est un sujet d'intérêt collectif. Donc, ce Culture Book, c'est à la fois la vision Metron, la culture qu'il nous faut pour réussir collectivement. Donc, on définit les valeurs, on dit ce que ça veut dire concrètement pour nous et comment on les accompagne. Donc en résumé, c'est ça, le Culture Book. Et alors, c'est quelque chose de très vivant. L'idée, là, on est en train de travailler dessus avec un échantillon de managers et ensuite, on va l'ouvrir, ce livre,
On va l'ouvrir aux collaborateurs pour qu'ils puissent apporter leurs pattes et nous dire finalement comment eux, ils vivent ces valeurs au quotidien. Donc, et ça, évidemment, ça évolue. Hein. Ça évolue, d'autant plus qu'on a, on a une culture, mais on en a plein d'autres. On a la culture tech parce qu'on a une équipe de développeurs qui ont leur propre code. On a des équipes sur plus de 10 pays, donc chacun aussi a son prisme culturel. Donc, ce qu'on voulait faire avec ce Culture Book, c'est pouvoir dire, voilà, on a un socle de base qui est commun, qui fait la force des équipes de Metron. Et à côté de ça, charge à chacun, en fait, de nous donner sa vision de son propre vécu, de ses valeurs, dans son système culturel spécifique. Donc, on va voir comment ça... C'est très récent, c'est une initiative qui va commencer à se déployer dans les semaines qui viennent. Donc, on pourra vous faire un retour peut-être d'ici le mois de juin sur ce que ça a donné. Merci Fanny. En tout cas, une idée originale, intéressante à déployer en interne pour une entreprise qui souhaite engager cette partie prenante qu'est la partie prenante des collaborateurs. Une autre question de Franck, comment acculturer des entreprises purement de terrain et multi-ethniques? Lui, par exemple, il dit dans nos métiers de la valorisation du bois et au sein de nos équipes, ce sont... Ah, je suis désolée Fatima, je t'ai perdu un moment. Ah, alors la question de Franck, c'est comment acculturer des entreprises purement de terrain et multi-ethniques? En fait, comment est-ce qu'on arrive à toucher la base, les opérationnels, quand on a des équipes hyper opérationnelles avec ce type d'enjeu, d'engagement collaborateur et de démarche RSE? Ouais. Est-ce Bonne que tu as été question. confronté à ça? Est-ce que tu as été confronté à cette problématique-là de personnes qui sont éloignées finalement de ce type de sujet? Non, en fait, chez Metron, encore une fois, on a quand même des collaborateurs qui, à la base, ont un engagement fort pour l'environnement. Donc, on est assez vite tombé sur des valeurs communes. D'ailleurs, tu as pu le constater aussi, Fatima, c'est vrai que finalement, globalement, les collaborateurs, même s'ils sont issus de métiers ou de cultures ou de pays différents, ils ont assez vite convergé. Parce qu'on a cet ADN chez Metron. Après, pour répondre à Franck, c'est vrai que c'est souvent autour de la vision de l'entreprise qu'on arrive à sonder, à faire participer les collaborateurs. C'est-à-dire, on a une vision de ce que doit apporter comme valeur l'entreprise à son environnement, à ses communautés, etc. Donc, c'est peut-être de repartir de ça pour aller chercher chez les collaborateurs comment eux, ils y contribuent, comment ils peuvent y contribuer. C'est peut-être ça qui va faire la valeur commune. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Mais moi, je partirais comme ça, en fait. Si j'étais à votre place, je me dirais, bon, bah, on a une vision. Alors déjà, est-ce qu'elle est définie parce que finalement, moi, je me dis, je viens au travail le matin, je me lève, je suis contente d'aller bosser parce que je sais quel est mon impact et quelle est ma contribution à quelque chose de plus grand. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer de trouver, en fait. Et ça, c'est très personnel. Oui. Tout à fait, la base, les valeurs, la vision, l'ambition de l'entreprise et comment elle se diffuse en interne dans l'entreprise. Et justement, une question d'Audrey, parfois ce sont les dirigeants qui ne suivent pas. Comment est-ce qu'on peut embarquer les dirigeants ou certains dirigeants? Peut-être Stéphanie, des éléments de réponse? Moi, j'ai tendance à dire... Non, et moi, j'ai tendance à dire qu'un dirigeant, on va avoir du mal à l'embarquer au-delà de ce qu'il est prêt à faire. Donc, moi, j'ai vraiment eu la chance d'avoir, que ce soit Vincent, que ce soit David Bardina, notre deputy CEO, ils étaient complètement moteurs dans tout ça. Donc, j'ai eu la vie facile. Mais pour les embarquer, bah, déjà, il faut sonder, il faut savoir là où ils sont prêts à aller. Est-ce qu'ils sont prêts à voir les bénéfices d'une telle démarche? Est-ce qu'ils sont prêts à s'interroger sur leurs pratiques? Parce que ça, c'est important aussi, hein. Il faut qu'il y ait de la cohérence dans les pratiques de leadership, dans la façon dont on soutient les valeurs humaines de la boîte. Donc, peut-être les sonder, savoir
et peut-être aussi justement faire appel à des par exemple, Stéphanie nous donnait quelques chiffres. Hem, Quand on a commencé à bosser avec Entreprises engagées, c'est pareil, ils nous ont sensibilisés sur certaines informations. Et pour moi, en tout cas, pour l'avoir vécu dans d'autres entreprises et d'autres environnements moins faciles, on va dire, en fait, parfois, c'est bien d'avoir un apport extérieur à l'entreprise pour faire des sessions de sensibilisation à ces sujets-là. Et je suis très d'accord avec Stéphanie sur le fait que les entreprises qui se transforment pas en ce moment, qui ne s'intéressent pas à ça, sont des entreprises qui prennent du retard. Donc peut-être si vous avez des dirigeants qui sont très avec le bord finance, ça peut les amener à voilà, avoir d'autres perspectives sur comment développer durablement leur PNL. Ouais. Oui, tout à fait. Nous, c'est ce que l'on voit, hein. On a fait des études, hein, donc il y a le lab qui en a fait une et c'est vrai qu'aujourd'hui, 80 des dirigeants ont conscience de cette urgence climatique, pour parler que du climat, mais seulement une faible minorité traduit cette conviction en actes. Et à ça, en fait, on a vu qu'il y avait plusieurs freins, notamment freins financiers, des freins, savoir quelles innovations existent, et puis aussi le frein de la reconnaissance du client, parce que il y a effectivement, on veut des produits toujours plus vertueux, mais est-ce que les clients sont prêts à payer plus cher pour y avoir accès? Et il y a aussi cette crise financière aujourd'hui qui fait qu'il y a une pression aussi sur les prix qui existe. Et face à ce constat, BPI France a mis en place plusieurs actions. Donc déjà, on a mis en place des financements spécifiques, notamment des prêts verts avec des garanties de l'État. Et ces prêts verts visent à financer justement la mise en transition des entreprises. On a mis aussi en place des solutions d'accompagnement dont j'ai parlé brièvement en introduction. Et ces solutions d'accompagnement permettent aux entreprises d'avoir connaissance de ce qui existe et d'entrer en transition. Et puis après, il y a aussi cette phase de sensibilisation, on en parlait aussi. Aujourd'hui, on travaille étroitement avec des réseaux, des fédérations, où on essaie de prêcher la bonne parole. On intervient très régulièrement, on leur dit: «Aujourd'hui, il faut prendre conscience que pour accéder aux investissements, au financement, c'est une réalité, on y est déjà en fait, et si les TPE et PME ne sont pas encore dans cette contrainte réglementaire, les seuils diminuent nettement d'année en année et il faut entrer en transition maintenant et pas attendre finalement qu'il y ait cette pression réglementaire et qu'on fasse les choses dans l'urgence». Donc on a aussi créé une communauté qui est la communauté du coq vert, et aujourd'hui, c'est une communauté qui compte plus de 2000 adhérents et ce sont en fait, on se dit: «Les entrepreneurs qui parlent aux autres entrepreneurs permettent de convaincre aussi». Et c'est ce que visent en fait ces réseaux, hein. C'est quelles sont les bonnes pratiques, comment on les met en œuvre. Il y a des éclaireurs, donc ils sont plus de 200 aujourd'hui, et qui sont actifs dans ce réseau pour dire quelles sont les solutions aujourd'hui en fonction des secteurs d'activité. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Peut-être on peut prendre encore une dernière ou deux dernières questions. Une question de Léa. Alors, chez Métro, tu y as un petit peu répondu tout à l'heure, mais Alors je suis désolée, j'ai de nouveau pas eu l'intégralité de la question. J'essaye de la scroller, mais je la trouve pas, la Fatima. question. Alors, donc Léa qui demande si chez Métron, tu penses avoir attiré plus de candidats grâce à cette politique RSE qui a été menée ces derniers mois. Je pense que ça attire. Encore une fois, c'est un peu trop récent parce qu'on n'est pas encore certifié. En toute humilité, je vous ai décrit un peu le chemin qu'on a parcouru, donc on n'est pas encore, on n'a pas encore publié en externe tout ça. Mais clairement, encore une fois, quand on reçoit des candidats, quand on leur parle de ce qu'on fait, quand on leur parle de notre implication, de notre engagement, ça les intéresse, ils ont envie d'en savoir plus. Donc en fait, on les garde plus longtemps dans le processus de recrutement. Et souvent,
quand on fait l'interview d'onboarding, un mois et demi après leur recrutement, ils nous parlent de ça comme étant quelque chose qui a fait la différence par rapport à d'autres entreprises. Donc, oui, moi j'y crois. Je pense que vraiment ça fait la différence, clairement. Et justement, est-ce que tu as mis en place un indicateur pour mesurer le taux d'engagement? Alors, on va le faire là au mois de juin. Ouais. On va le faire au mois de juin. On a un outil maintenant qui est hyper puissant et qui propose un index d'engagement des collaborateurs. Et donc, on va lancer le premier en juin. Et on va le suivre, alors je ne sais pas si c'est à quelle régularité, probablement tous les 6 mois. Marche. Très bien. Et proportion des salariés, des collaborateurs qui sont activement engagés dans la démarche, il y a combien d'ambassadeurs sur le total des Alors, collaborateurs? au départ, on avait, enfin, dans la première version de notre comité ambassadeur, on avait 15 personnes qui étaient fortement engagées, c'est-à-dire que chacun prenait un pilier et allait orchestrer, solliciter l'engagement d'autres collaborateurs. Aujourd'hui, le comité RSE est un petit peu plus resserré, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas s'appuyer sur l'ensemble des maîtroneurs dans un deuxième temps. Donc, mais par exemple, quand on a fait l'événement, on a fait une journée banalisée pour animer des ateliers autour des piliers et donc pour amener l'ensemble des collaborateurs à contribuer, on a eu un taux de participation proche de 80% sur cette journée-là. Donc ça intéresse, enfin vraiment, parce qu'en fait, ça concerne, enfin je veux dire, c'est la vie dans la boîte, quoi. Donc ça concerne tout le monde et certains vont s'intéresser plus au côté humain, d'autres au côté environnement, d'autres à la gouvernance, etc. Donc en fait, il y a de quoi solliciter l'intérêt et la curiosité et les contributions de l'ensemble des équipes. Merci Fanny. Une autre question, je ne sais pas si vous m'entendez, pour Stéphanie. Des projets de financement direct ou indirect pour l'entreprise avec BPI France en matière de RSE? Oui, tout à fait. On finance alors à travers les prêts verts. Alors on finance bien sûr plus, on est Banque du climat, BPI France, donc tout ce qui est relatif au climat. Donc ça peut être, on peut financer tout type de projet, hein. Ça peut être un changement d'ampoule, la mise en place de bornes électriques sur les parkings, des panneaux photovoltaïques. On finance aussi l'immobilier, que ce soit en crédit bail immobilier ou en financement. Et notamment lorsque on essaie de rendre le bâtiment plus vert. Donc voilà, tout un panel de solutions de financement. Et après, de manière indirecte, on intervient aussi à travers les garanties. C'est-à-dire que lorsque le banquier fait un crédit, on peut garantir ce dernier à hauteur, après ça dépend du type de projet. En tout cas, c'est une garantie qui en général permet d'avoir accès au crédit plus facilement. Et ensuite, il y a la partie investissement où on peut intervenir aussi. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui. 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 Merci Stéphanie pour cette précision. On arrive au terme de ce webinaire. Peut-être une dernière question éventuellement, si j'en vois une sur laquelle on peut conclure. Oui, alors il y avait une question intéressante et qui me plaisait aussi avec une demande de précision pour toi, Fanny, en matière d'engagement sociétal, puisque tu as beaucoup parlé environnement, social. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le volet sociétal, mais moi je sais que oui. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ce volet-là. Oui. Alors, il y a deux, j'en citerai deux. On a aujourd'hui chez Metron envie d'être leader en matière de parité homme-femme. On n'est pas forcément, on est dans les benchmarks, donc on ne peut pas s'en satisfaire. On a une petite 30% de femmes en entreprise, femmes immensément talentueuses, évidemment. On en profite, c'est le 9 mars, on a encore le droit de célébrer la femme. C'est tous les jours. Ouais. Le 10 mars. Et donc, on a envie vraiment d'apporter, enfin d'amener beaucoup plus de femmes chez Metron.
Et on a envie, en tant que femme de Metron, d'aller diffuser nos métiers et la possibilité d'être dans des métiers de la tech auprès de publics qui sont encore en âge de faire des choix de vie professionnelle. Donc voilà, donc j'espère que cette année, on va pouvoir concrétiser notamment un partenariat avec une association qui va nous permettre de contribuer. Et puis évidemment, ben, on essaye toujours quand on fait des recrutements, ben, toujours d'avoir cette dimension en tête. C'est parfois de faire des choix et de dire, ben, je privilégie tel candidat parce que on va la former et peut-être que ça va nous prendre un peu plus de temps, mais voilà, elle apportera aussi sa pierre à l'édifice de façon positive. Donc ça, c'est un axe. Le deuxième axe sur lequel on a commencé à sensibiliser les collaborateurs, c'est le thème du handicap. Donc on a nommé aujourd'hui dans mon équipe une collaboratrice qui est référente handicap. On a participé avec l'AGFIP et avec le super support de l'AGFIP à toute une semaine de sensibilisation de nos collaborateurs. Ça a bien marché, on a eu beaucoup de participation. Donc ça aussi, c'est un thème voilà, qui nous tient à cœur. Et puis plus globalement, comme on est une entreprise multiculturelle, on a besoin voilà, d'être attentif à la diversité, quel que soit son mode d'expression. Eh ben, merci sur ces belles paroles et ce partage d'expérience et de retour sur les différentes étapes d'une démarche RSE liée à merci beaucoup Fanny. Merci Stéphanie également pour la participation et le soutien. Donc, je vous propose de conclure ce webinaire et je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon appétit et on se donne rendez-vous si vous le souhaitez le 4 avril prochain. On organise un webinaire entreprise engagée sur Bicorp et on va focuser justement sur ce label qui est très exigeant et qui demande aussi beaucoup de temps et d'investissement pour une entreprise, comme vous l'avez vu avec Fanny. Je vous laisse donc avec la dernière slide où vous avez nos adresses mail à Stéphanie et à moi. N'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez. On vous enverra la présentation et s'il y a des questions plus spécifiques pour Fanny, on lui fera passer sans aucun problème. Oui, vous pouvez trouver mon profil sur LinkedIn et vous pouvez m'écrire, évidemment, si vous avez besoin qu'on échange en privé sur d'autres sujets. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée.